le Culture Mag, le rendez-vous avec les spectacles, les arts et le lifestyle. Merci d'être avec nous. Alors dans le quart d'heure qu'on va passer ensemble, nous allons voir la semaine de la gastronomie qui se déroule en ce moment en Israël, mais sous un autre angle. Parmi les plus grands chefs de France qui sont venus dans le pays partager les cuisines avec les chefs israéliens, il y a le célèbre chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Cette année, il a fait une cuisine à deux mains avec La Tête. La Tête, c'est la plus grande association caritative du pays. Son objectif, donner à manger aux démunis, mais avec du goût. Au sommaire également du cinéma, parmi les sorties de la semaine en France, il y a le film, le premier film du réalisateur Sahar Klein. Vous ignorez peut-être son nom, mais Sahar Klein a été le monteur des plus grands cinéastes américains, dont Terrence Malick et Oliver Stone. Avec son film Things People Do, il passe pour la première fois à la réalisation. Nous l'avons interrogé à Los Angeles. Et puis nous ferons un focus sur un livre qui a agité le petit monde littéraire en Israël. C'est celui de Jennifer Tiggy. Il est titré maintenant en hébreu « Mon grand-père m'aurait tué ». Il est sorti il y a un an en France, mais c'est l'histoire de cette jeune femme, une histoire vraie d'origine nigérienne qui a été abandonnée par sa mère et qui a découvert que son grand-père biologique était nazi. Son livre, qui vient d'être traduit en hébreu, agite tout le monde en Israël. Voilà pour le sommaire. Merci de suivre i24 News. Vive la France et vive sa cuisine. Voilà, comme chaque année, la semaine de la gastronomie enchante les gourmands. Vous avez pu voir sur notre antenne différents chefs qui, cette année, sont venus travailler aux côtés des chefs israéliens. Cette semaine de la gastronomie est un événement proposé par l'ambassade de France en Israël, par l'Institut français de Tel Aviv, et tout le monde se pourlèche les babines. Tout le monde, même les plus démunis. Cette année, le Culture Mag a voulu mettre l'accent sur le travail d'un duo pas comme les autres. Il y a d'un côté le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, et à ses côtés l'Israélienne au grand cœur, Ravit Reichman. C'est un reportage poignant, il est signé David Gombin avec David Yakin. 16 février 2015, 16h, résidence de l'ambassadeur de France en Israël. Une rencontre peu commune. Lui, c'est Guillaume Gomez, chef du palais de l'Élysée. Au quotidien, il prépare de succulents mets aux chefs d'État et aux têtes couronnées du monde entier. Elle, c'est Ravit Reichman, cuisinière en chef de la soupe populaire La Sova. Chaque jour, elle permet à 2300 personnes dans le besoin de manger à leur faim. Pour mieux comprendre son travail, retrouvons-la en cuisine. Changement de décor, bienvenue dans un quartier défavorisé du sud de Tel Aviv. C'est dans cette ancienne synagogue, transformée en soupe populaire, que nous retrouvons Ravit. Voici notre cuisine, c'est ici que chaque matin nous préparons 2300 assiettes. Une mission extrêmement délicate. Ici, on ne survit que de vivres donnés par des groupes agroalimentaires, des boulangeries ou des traiteurs. Un approvisionnement incertain donc. Chaque jour, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. On fait donc son possible avec les moyens du bord. Si par exemple on reçoit des pâtes, par exemple ici j'ai des artichauts. Je prends les artichauts, je les fais revenir avec des oignons, ça donne du goût aux pâtes, une sauce à l'italienne. Les personnes ne comprennent pas ce qu'elles ont dans leurs assiettes, elles disent « Waouh, c'est de la nourriture italienne !» Et même les jours où il n'y a pas grand-chose à cuisiner, Ravit se doit de garder un calme stoïque. Le matin, j'arrive très calme, c'est-à-dire que je ne veux pas laisser transparaître la pression à mes employés. Ce ne sont pas des employés réguliers, ils effectuent des travaux d'intérêt général. Plus qu'une chef, dans sa cuisine, Ravit est comme une seconde maman pour tous ceux que la vie n'a pas toujours gâtés. Celle qui a passé une bonne partie de sa vie à nourrir les soldats à l'armée est donc une cuisinière au grand cœur. Pour la population qu'elle nourrit, Ravit cherche constamment à perfectionner ses plats. C'est pour cela qu'elle a été conviée à une formation un peu particulière organisée par l'ambassade de France et par La Tête, l'une des plus grandes ONG du pays. Comment confectionner du gastronomique avec 3 fois rien? Un défi de taille pour le chef Guillaume Gomez. Avec le chef de l'Institut Paul Bocuse, Jean-Paul Naquin, on a eu à cœur de faire justement des recettes avec ces produits qui nous étaient, on va dire, un petit peu imposés. Donc du riz, de la conserve de maïs, de haricots. Salade de riz, focaccia, ballotin ou encore gâteau de semoule. Les ingrédients sont en effet simples, mais le résultat n'en est pas moins délicieux. Et les conseils du chef, précieux.
Je vais appliquer tout ce que j'ai appris, je vais faire la salade de riz qui est incroyable. Tout ce que j'ai appris, je vais le refaire. J'ose rêver que, grâce à cette formation, cette masterclass comme on dit, d'ici une semaine, plusieurs centaines de nécessiteux à travers le pays vont manger un petit peu ce que le président de la République française, François Hollande, partage au quotidien. Amen, 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 amen. Un petit rayon de soleil pour tous les défavorisés d'Israël, mais qui parvient difficilement à percer le gros nuage. Selon le rapport sur la pauvreté publié le mois dernier par La Tête, on compte cette année en Israël 2,5 millions de pauvres, soit un habitant sur 3. La gourmandise, une nécessité pour tous. Guillaume Gomez, d'ailleurs le chef du Palais de l'Élysée, sera l'un des invités du Morning présenté par Barbara Scherer. À suivre, du cinéma avec le tout premier long métrage de Sarah Klein. Mais en attendant, voici le highlight du jour. Il est signé Sandy Fortis. Soirée fashion à la galerie Yellow Corner de Tel Aviv. Les créatrices françaises et israéliennes s'associent pour un défilé haut en couleur au beau milieu de la galerie photo. Au programme donc de la mode avec les collections des créatrices Sam Tepper de Paris et Xenia de Tel Aviv, mais aussi de l'art puisque des photos spécialement sélectionnées pour l'occasion seront mises en vente. Le tout agrémenté de sacs et autres accessoires de designers français et israéliens. Un fashion melting pot qui fera le bonheur de toutes les modes addictes. On passe au cinéma maintenant avec, parmi les films dont on parle, le tout premier long métrage réalisé par Sarah Klein. Le film est titré Things People Do. C'est un drame social lourd et à la fois poétique. C'est la chute d'un homme ordinaire empêtré par les difficultés de la vie. Sarah Klein vit à Los Angeles. C'est dans son studio que nous l'avons attrapé. Bonjour Sarah Klein, vous êtes là ? Avec plaisir. Voilà, Sarah Klein, The Things People Do est votre premier long métrage. Le public ne sait peut-être pas, mais d'habitude vous êtes dans l'ombre, vous êtes monteur de films. C'est vous qui avez notamment monté JFK d'Oliver Stone ou Almost Famous dans la peau de Jason Bourne. Bref, pourquoi sortir de la salle de montage pour passer à la réalisation? The glory, the fame, the money, that's not true at all. Pour la gloire, la célébrité, l'argent. Non, je plaisante. En fait, c'est tout l'inverse. Je monte des films depuis 20 ans. J'ai toujours voulu réaliser un film, me lancer un défi au-delà de la salle de montage. Travailler avec des caméramans, des acteurs, des costumiers, des maquilleurs. J'ai voulu me mettre un peu en danger, réaliser un challenge. J'ai toujours voulu réaliser. J'ai eu l'occasion de rentrer dans ce milieu en tant que monteur et je l'ai fait avec plaisir pendant toutes ces années. Et puis j'ai réussi à enfin me lancer et réaliser mon rêve en réalisant un film. Sarah Klein, lorsque l'on passe à la réalisation, est-ce qu'on va demander des conseils aux réalisateurs avec lesquels on a travaillé? Je veux dire, est-ce que vous avez par exemple, vous qui avez été le monteur de La Ligne Rouge de Terrence Malick, le grand Terrence Malick, est-ce que vous lui avez posé des questions? Je rappelle que pour ce film, vous avez été nominé 2 fois aux Oscars. Alors, est-ce que Terrence Malick vous a donné des conseils? C'est un peu bizarre. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de conseils qu'on puisse recevoir de quelqu'un. Je pense que j'ai appris en travaillant avec tous ces réalisateurs. Je pense que j'ai capté plusieurs choses de différentes personnes. Par exemple, j'ai appris de Terrence Malick à trouver une certaine magie sur les tournages, de ne pas forcément tout planifier, de prévoir comment ça va être, plutôt préparer la situation, la laisser se développer et voir ce qui se passe. Pour ce film en particulier, c'est une philosophie qu'on a suivie, créer la situation, installer l'atmosphère, la voir évoluer et s'y adapter. Sarah Klein, dernière question. Vous êtes israélien, vous êtes né à Jérusalem. Lorsque votre film a été présenté dans votre pays, au Festival du film de Jérusalem, est-ce que ça vous a fait quelque chose, vous qui vivez maintenant à Los Angeles? C'était très important pour moi. Je suis né à Jérusalem, j'en suis parti quand j'avais 9 ans. Et c'était la 2e fois que j'y retournais depuis.
J'y ai passé un peu de temps, j'y ai rencontré des réalisateurs venant des 4 coins du monde, mais aussi des réalisateurs israéliens. C'était une expérience très intéressante de revenir d'où je viens. J'ai vu des personnes qui venaient du même kibboutz que ma mère. Ils m'ont reconnu. C'était très émouvant de revenir en Israël et d'y faire mon film. Merci beaucoup, Sahar Klein, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est une interview avec Sahar Klein qui a été enregistrée avant ce journal. Son film Things People Do sort sur les écrans en France notamment. Et on va passer maintenant du cinéma à la littérature avec vous, Myrim Amman. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous revenez sur un livre qui agite énormément Israël cette semaine, l'histoire de cette femme, Jennifer Tig. Oui, alors on en parle évidemment aujourd'hui puisqu'il a été traduit en hébreu. Il est sorti en 2013, le livre en Allemagne. Effectivement, Jennifer Tig a une histoire très particulière. Vous allez voir pourquoi ça agite Israël. Alors c'est l'histoire qu'elle raconte dans son livre « Mon grand-père m'aurait tué ». Elle est en fait la petite fille de celui qu'on appelle le boucher d'Hitler. Vous savez, Amon Goeth, qui commandait le camp de concentration Palcho en Pologne, près de Cracovie. À l'époque, évidemment, la Pologne était occupée par l'Allemagne. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un criminel de guerre qui a tué beaucoup de juifs dans ce camp et qui a été condamné. Alors, le livre de Jennifer Tig est sorti en Allemagne, on l'a dit, en 2013. Il a été traduit en plusieurs langues, et notamment l'année dernière en français. Et puis maintenant, en février, ce mois-ci, en hébreu. Les critiques se concentrent plus évidemment sur son histoire plutôt que sur son écriture. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Oui, bien sûr, parce que... Oui, voilà, parce que comme vous le voyez, Jennifer, elle est née en Allemagne, elle est allemande, de mère allemande. Son père est d'origine nigériane, mais elle ne le connaît pas parce qu'elle a été abandonnée par sa mère quand elle était petite. Elle ne sait pas grand-chose de ses parents biologiques. Et puis un jour, elle se rend, et c'est il n'y a pas si longtemps, il y a 6 ans, donc en 2008, elle se rend à la bibliothèque de Hambourg. Et là, c'est le choc, écoutez. Et j'ai vu un livre avec une couverture rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais il a attiré mon attention. Et sur la couverture, il y avait la photo d'une femme. Je n'ai pas reconnu immédiatement son visage, mais elle m'était familière. C'est épouvantable. On l'a vu tout à l'heure dans les images. Elle est publicitaire, c'est une jeune femme moderne. Ça a dû faire un choc terrible. Voilà, c'est surtout que cette femme, sur cet ouvrage, c'est Monika Hertwig, qui est sa mère biologique et qui est donc la fille d'Amon Goeth, donc la fille de ce tortionnaire nazi. Elle reconnaît sa mère parce qu'elle l'avait vue. Elle s'en rappelle, elle l'avait vue à l'orphelinat où elle l'avait déposée jusqu'à ce qu'elle soit donc adoptée. À ce moment-là, sa mère, évidemment, ne venait plus la voir, mais donc elle la reconnaît. Et ce livre est justement consacré à sa mère et à l'histoire de cette fille d'un grand criminel nazi. Et vous imaginez, elle est bouleversée, d'autant plus, alors sachez-le, et c'est en ça que cette histoire est tout à fait incroyable, avant de connaître cette réalité, donc, que son grand-père biologique est un grand nazi, c'est une amoureuse d'Israël. Elle s'est rendue en Israël, elle a fait ses études en Israël, elle y est tombée amoureuse d'un Israélien, elle y a fait ses études, elle a travaillé pendant plusieurs années en Israël et puis elle est rentrée en Allemagne et elle a fait cette découverte tout à fait par hasard, imaginez-vous, tout à fait par hasard. Alors au début, évidemment, elle est passée par des moments difficiles, 6 mois de dépression, c'est ce qu'elle explique en journaliste, et ensuite, avant qu'elle ne découvre donc cette filiation, on l'a dit, elle s'est rendue en Israël et voici ce qu'elle en dit aujourd'hui de ce séjour en Israël dans les années 90. Quand je suis arrivée en Israël, je suis venue en tant que touriste. J'ai alors rencontré un Israélien dont je suis tombée amoureuse. Je suis restée en fait pour lui et depuis, je suis amoureuse de ce pays. Myrim Amman, Jennifer Tig est revenue en Israël puisqu'elle était il n'y a pas si longtemps que ça à Jérusalem pour la foire du livre où elle a présenté donc en hébreu son livre. Comment le public israélien a-t-il reçu ce livre? Plutôt bien. Plutôt bien. Elle avait peur, vous savez même, elle a de nombreux amis israéliens, elle a tissé des liens ici évidemment puisqu'elle a vécu plusieurs années en Israël et quand elle a appris qu'elle était la petite fille de Amon Goeth, elle a craint évidemment que ses amis israéliens et donc juifs ne l'acceptent plus. Eh bien c'est tout le contraire évidemment, elle ne porte plus cette responsabilité, cette culpabilité, forcément elle n'est pas responsable des actes de son grand-père. Ça a été très bien accueilli d'abord par la critique, par les journalistes en disent beaucoup de bien, ils la décrivent comme une jeune femme épanouie et aujourd'hui en tout cas sereine, parce qu'il faut dire qu'elle a une histoire tout à fait particulière qui aurait pu en bouleverser plus d'un. Ensuite, elle raconte aujourd'hui, et c'est intéressant, elle l'a raconté à cette foire du livre de Jérusalem, qu'elle est en contact avec plusieurs rescapés de la Shoah, dont un rescapé du camp dans lequel sévissait son grand-père. C'est incroyable. Et c'est eux qui ont pris contact avec elle une fois que ce livre
est sortie. Et aujourd'hui, elle raconte même qu'elle Skype. Donc vous savez, elle parle par ordinateur avec ces gens-là qui sont âgés. Hein. Vous savez que les derniers survivants ont plus de 80 ans. Et elle s'est rendue également, elle raconte qu'elle s'est rendue dans ce camp-là parce qu'elle dit qu'elle avait besoin de rendre hommage aux victimes de son grand-père et également pour leur dire au revoir d'une certaine manière. Elle laisse un petit peu son passé derrière elle pour pouvoir avancer dans le futur. Elle est mère de 2 enfants, c'est important, c'est tout un héritage familial qu'elle va devoir transmettre. C'est une histoire incroyable, très émouvante. Merci beaucoup Myri Maman. On va se quitter dans un autre registre, on va se quitter en musique avec de la fusion, c'est du rap, du funk. Ça s'appelle Lucille Crew et c'est ça qui agite en ce moment tout Tel Aviv. À demain, même heure, juste après, c'est l'info qui continue. I'm trying to give it. I got to feel it. We're the next movement.